braves gens, et surtout du coup, cher Rediff, bienvenue pour votre nouvelle soirée. Horrifique histoire. Et ce soir, voilà, maintenant que la caméra est chargée, bravo OBS, bien joué. Ce soir, dans Horrifique Histoire, La pyramide de feu, une nouvelle d'Arthur Machen, que vous pouvez retrouver dans son recueil de nouvelles, Chronique du Petit Peuple, édité aux éditions J'en sais rien. Vous avez cru que c'était de la lecture sur Arte, là? Non, on va parler de trucs qui font peur. C'est parti, ma gueule. Des zombies. Et à tout de suite. Chapitre 1. Pointe de flèche. Hanté, avez-vous dit? Oui, hanté. Vous ne vous rappelez pas? Quand nous nous sommes rencontrés voici 3 ans, vous m'avez parlé de cette propriété que vous aviez dans l'Ouest, au milieu de forêts séculaires, de collines sauvages et sinistres, de terrains rocailleux. Cette image est toujours restée dans mon esprit comme un enchantement que j'aime évoquer, assis à mon bureau, dans le fracas de la circulation, au cœur du tourbillon londonien. Quand êtes-vous revenu? Mais, Dyson, j'arrive à peine. Ce matin de bonne heure, j'ai été jusqu'à la gare en voiture et j'ai pris le train de 10h45. Eh bien, je suis très heureux que vous soyez entré en passant. Qu'avez-vous fait depuis que nous nous sommes vus? Il n'y a toujours pas de Madame Vaughan, je suppose. Non, répondit Vaughan. Je continue de vivre en ermite comme vous. Et je n'ai rien fait d'autre que de fainéanter. Vaughan avait allumé sa pipe et s'était assis dans le fauteuil. Il s'agitait et jetait autour de lui des regards ahuris et inquiets. À l'entrée du visiteur, Dyson avait fait pivoter son siège et il s'appuyait du coude sur son bureau, près d'une pile de manuscrits. « Êtes-vous toujours plongé dans vos travaux d'autrefois ?» demanda Vaughan en désignant l'amoncellement de dossiers et de chemises. « Oui, la poursuite de la littérature, aussi vaine que l'alchimie, mais aussi envoûtante. Mais vous êtes à Londres pour quelque temps, je présume. Que faisons-nous ce soir ? Eh bien, en vérité, j'aimerais mieux que vous essayiez de venir passer quelques jours avec moi dans l'Ouest. Ce voyage vous ferait énormément de bien, j'en suis sûr. C'est très aimable à vous, mais il est difficile de se décider à quitter Londres en septembre. Gustave Doré n'a rien gravé d'aussi merveilleux ni d'aussi magique qu'Oxford Street, tel qu'elle m'est apparue l'autre soir. L'embrasement du soleil couchant,
la brume bleuâtre métamorphosant cette voie banale en route qui mène au cœur de la cité des esprits. J'aimerais tout de même vous emmener. Vous prendriez plaisir à errer dans nos collines. Est-ce que ce vacarme dure jour et nuit ? J'en suis abasourdi. Je me demande comment vous pouvez travailler. Je suis sûr que vous plairiez dans la grande paix de ma maison, au milieu des bois. Vaughan ralluma sa pipe et regarda Dyson avec inquiétude, cherchant à voir s'il allait se laisser tenter. Mais l'homme de lettres hochait la tête en souriant. Au fond de lui-même, il restait très fidèle aux rues de Londres. Vous ne réussirez pas à m'avoir. Bon, il est possible que vous ayez raison. J'ai peut-être tort de parler de la paix de la campagne. Là-bas, la naissance d'une tragédie ressemble assez à l'effet d'un caillou jeté dans une mare. L'ébranlement se propage en cercle, de plus en plus large, et il semble que jamais plus l'eau ne redeviendra calme. Il y a parfois des drames là où vous êtes. Eh bien, le fait est qu'une jeune fille a disparu d'une façon extrêmement mystérieuse. Ses parents, les Trevor, sont des fermiers aisés. Elle s'appelle Annie. Elle est la fille aînée, c'est une sorte de beauté du village. Oui, elle est remarquablement jolie. Un après-midi, elle a eu l'idée d'aller voir sa tante, une veuve qui fait valoir une terre lui appartenant, et comme les deux demeures ne sont distantes que de 7 ou 8 kilomètres, elle est partie en disant à ses parents qu'elle allait couper par les collines. Elle n'est jamais arrivée chez sa tante, et personne ne l'a revue. Voilà l'histoire en quelques mots. Comme c'est extraordinaire. Je pense qu'aucune mine oubliée n'est restée dans ces collines depuis la guerre. Je ne suppose pas que vous alliez jusqu'à envisager quelque chose d'aussi terrible qu'un précipice. Non. Le chemin que devait prendre la jeune fille ne présente pas la moindre fondrière. C'est juste une piste sur le versant d'une colline dénudée, sauvage, éloignée de tout, même des routes transversales. On peut y faire des kilomètres sans rencontrer âme qui vive. Mais il ne présente aucun danger. Qu'en disent les gens du pays ? Oh, ils disent des inepties, entre eux. Vous ne sauriez imaginer combien les campagnards anglais vivant dans des endroits aussi écartés que celui où j'habite peuvent être superstitieux. Ils valent bien les Irlandais, mais en plus dissimulés. Que disent-ils ? Bon, ils pensent que la pauvre fille est partie avec les fées, ou a été emmenée par les fées. Quel fatras ! On en rirait si l'histoire n'était pas dramatique par ailleurs. Dyson paraissait assez intéressé. Oui, on entend assez curieusement parler de fées en ce moment. Mais que dit la police ? Je pense qu'elle n'accepte pas l'hypothèse du genre conte de fées. Non. Mais elle semble tout à fait dépassée. Personnellement, je crains qu'Annie Trevor ne soit tombée sur quelques voyous. Castle Down, comme vous savez, est un grand port de mer et parfois des matelots étrangers de plus basse catégorie descendent à terre pour aller tirer des bordées dans le pays. Il y a peu de temps, un marin espagnol du nom de Garcia a assassiné une famille entière pour un butin n'atteignant pas 6 pence. Certains de ces individus n'ont pas grand-chose d'humain, et je suis terrifié à l'idée du sort qui a pu être réservé à cette pauvre petite. Quelqu'un a-t-il rencontré un matelot étranger dans les parages ? Non.
Et c'est certainement un argument, car les gens de la campagne ne sont pas longs à remarquer quiconque a un aspect et un costume différents de ceux des autres. Il n'en reste pas moins vrai que ma théorie est la seule à fournir une explication vraisemblable. Il n'existe aucun élément sur quoi se baser, dit Dyson d'un air pensif. Il n'est pas question d'une affaire sentimentale ou de rien de ce genre, je suppose. Oh non, pas trace. Je suis sûr que si Annie était vivante, elle se serait arrangée pour faire savoir à sa mère qu'elle est en sûreté. Sans aucun doute. Il est pourtant possible qu'elle soit en vie, mais dans l'impossibilité de communiquer avec les siens. Toutefois, cet événement a dû vous troubler d'une manière appréciable. Oui, en effet. J'ai horreur du mystère, particulièrement quand il dissimule quelque chose d'horrible. Mais, franchement, Dyson, je ne veux plus y penser. Je ne suis pas venu ici pour vous raconter cette histoire. Bien sûr, répondit l'autre un peu surpris par l'air gêné de Vaughan. Vous êtes venu bavarder de sujets plus gais. Non, ce n'est pas cela. Ce que je viens de vous raconter remonte à un mois. Quelque chose qui semble m'affecter plus personnellement s'est produit dans ces tout derniers jours et, pour être tout à fait net, je suis venu à Londres avec l'idée que vous pourriez, peut-être, m'aider. Vous vous rappelez l'affaire curieuse dont vous m'avez entretenu lors de notre dernière rencontre ? Elle concernait un lunetier. Oui, je m'en souviens. Je sais qu'à l'époque j'étais très fier de ma perspicacité. Même aujourd'hui, la police n'a toujours pas idée de la raison pour laquelle on avait besoin de ces lunettes jaunes particulières. Mais, Vaughan, vous me paraissez vraiment désemparé. J'espère que rien de grave ne s'est produit. Non, je crois que je me suis exagéré les choses et je veux que vous me rassuriez. Toutefois, ce qui est arrivé est très étrange. Et qu'est-il arrivé ? Je suis sûr que vous allez vous moquer de moi, mais voici l'histoire. Vous devez savoir qu'un chemin où les habitants ont le droit de passage traverse la propriété, tout près du mur de clôture de mon potager, pour être précis. Il n'est pas utilisé par beaucoup de gens. De temps en temps, un bûcheron le trouve commode. 5 ou 6 enfants qui vont à l'école du village y passent 2 fois par jour. Il y a quelque temps, je faisais un tour de ce côté avant le petit déjeuner, quand je m'arrêtais pour bourrer ma pipe près de la grande grille qui coupe le mur du jardin. Je dois vous dire que le bois arrive à 1 ou 2 mètres du mur et que le sentier dont je vous ai parlé s'enfonce directement sous les arbres. Pensant que ceci me fournirait un abri agréable contre un vent assez vif, je suis resté là à fumer ma pipe, les yeux fixés sur le sol. Mais soudain, quelque chose attira mon attention. Juste sous le mur, dans l'herbe courte, un certain nombre de petits silex étaient disposés de manière à former un dessin. À peu près comme ceci, ajouta M. Vaughan en saisissant un crayon et une feuille de papier sur laquelle il traça quelques traits. Vous voyez, poursuivit-il, il y avait, je pense, 12 petites pierres, disposées en ligne, régulièrement espacées, comme je l'indique sur ce papier. Ces pierres comportaient une pointe et toutes les pointes étaient soigneusement placées dans la même direction. Oui, dit à son tour Dyson, sans paraître
tellement intéressé. Sans doute les enfants dont vous avez parlé ont-ils joué là en rentrant de l'école ? Comme vous savez, les enfants aiment beaucoup faire des dessins de ce genre avec des coquilles d'huîtres, des silex ou des fleurs, ce qu'ils trouvent sur leur chemin. C'est ce que je me suis dit. J'ai seulement remarqué que ces silex étaient disposés d'une certaine façon et j'ai poursuivi ma route. Mais le lendemain matin, j'ai fait la même promenade qui, à vrai dire, m'est coutumière. Et de nouveau, j'ai vu au même endroit un dessin fait de silex. Cette fois, le tracé était vraiment curieux. Il faisait penser au rayon d'une roue, convergeant vers le centre. Et ce centre était constitué par un motif ressemblant à un bol. Tout cela, comprenez bien, fait avec des silex. Vous avez raison, Vaughan. Cela semble assez étrange. Cependant, il reste vraisemblable que les responsables de ces fantaisies en cailloux soient des écoliers. Justement, j'ai voulu tirer cette histoire au clair. Les enfants franchissent la grille tous les soirs à 5h30. Je suis passé par là à 6h et j'ai trouvé le dessin exactement dans le même état que le matin. Le lendemain, j'étais levé à 7h moins le quart et j'ai trouvé tout changé. Cette fois, une pyramide était dessinée sur l'herbe. Quant aux enfants, je les ai vus 1h30 plus tard. Ils sont passés en courant à cet endroit sans regarder ni à gauche ni à droite. Le soir, j'ai guetté leur retour et ce matin, quand je suis arrivé à la grille à 6h, le tracé avait la forme d'une demi-lune. La série se présente donc ainsi. D'abord, une suite de lignes, ensuite les rayons de la roue et le bol, puis la pyramide et enfin, ce matin, la demi-lune. Cet ordre est-il exact ? Oui. Mais savez-vous que j'en ai éprouvé un réel malaise ? Je suppose que ce sentiment doit paraître absurde, mais je ne puis m'empêcher de penser que tout un système de signes fonctionne là, sous mon nez. Et ce fait me trouble. Mais qu'avez-vous à craindre ? Vous n'avez pas d'ennemis. Non, mais j'ai de l'argenterie ancienne de grande valeur. Vous penseriez donc à des cambrioleurs, remarqua Dyson, l'air très intéressé. Vous devez connaître vos voisins. Y a-t-il parmi eux des gens suspects ? Non, pas que je sache. Mais rappelez-vous ce que je vous ai dit au sujet des matelots. Pouvez-vous avoir confiance en vos domestiques ? Absolument. L'argenterie est à l'abri dans le coffre. Le maître d'hôtel, qui a servi longtemps dans ma famille, est le seul à savoir où se trouve la clé. Rien ne me paraît suspect de ce côté-là. Cependant, chacun sait que je possède énormément de pièces d'orfèvrerie anciennes, et tous les campagnards ont tendance à bavarder. Le renseignement a pu ainsi se répandre dans des endroits où il eût mieux valu qu'il restât ignoré. Oui, mais j'avoue que votre théorie du cambriolage me semble peu satisfaisante. Qui lance ce signal ? Et à qui est-il destiné ? Je ne vois pas comment je pourrais accepter cette explication. Qu'est-ce qui vous a fait penser à l'argenterie en parlant de ces figures en silex ? Donnez-leur le nom que vous voudrez. Le dessin du bol, répondit Vaughan. Il se trouve que je possède un bol à punch, Charles II, très grand et très précieux. La ciselure en est ravissante et il est d'une grande valeur. Le tracé que je vous ai décrit avait exactement la forme de mon bol à punch.
Curieuse coïncidence en vérité. Mais les autres figures, vous ne possédez rien qui ressemble à une pyramide. Vous allez trouver ce détail encore plus étrange. Ce bol est rangé avec un service de cuillère à punch ancienne et très rare dans un coffre d'acajou ayant la forme d'une pyramide. La pointe dirigée normalement vers le haut. Je vous avoue que tout cela m'intéresse énormément, déclara Dyson. Continuons. Voyons les autres images. Que dire de l'armée, selon le nom que l'on pourrait donner au premier signal, et du croissant ou de la demi-lune? Je ne vois pas à quoi je pourrais les rattacher. Cependant, vous constatez que j'ai quelque excuse à me montrer inquiet. Je serais très vexé de perdre une pièce quelconque de ma collection. Presque toute cette argenterie appartient à ma famille depuis des générations. Je ne puis m'ôter de l'esprit que quelques vauriens se sont mis en tête de me dévaliser et communiquent entre eux toutes les nuits. Franchement, je n'en tire pas grand-chose. Je suis plongé, tout comme vous, dans une obscurité épaisse. Certes, votre explication semble la seule plausible, mais d'immenses lacunes subsistent. Il se renversa dans son fauteuil. Les deux hommes restèrent face à face, les sourcils froncés par la perplexité devant un aussi bizarre problème. Au fait, s'exclama Dyson après un long silence. Quelle est la nature des terrains sur lesquels vous vous trouvez? Monsieur Vaughan leva les yeux, surpris par la question. Du grès rouge et du calcaire, je crois. Nous sommes un peu au-delà des gisements houliers, vous comprenez. Mais on ne trouve pas de silex, ni dans le grès, ni dans le calcaire. Non, je n'ai jamais vu de silex dans les champs. J'avoue que cela m'a toujours paru curieux. Je penserais de même. C'est très important. À propos, quelle était la dimension des silex utilisés dans ces dessins? Il se trouve que j'en ai pris un sur moi ce matin. Prélevé dans la demi-lune. Exactement. Le voici. Il lui tendit un petit silex pointu à une extrémité, d'environ 8 cm de long. Très surexcité, Dyson prit l'objet des mains de Vaughan. « Vous semblez avoir de drôles de voisins dans ce pays, » dit-il après un bref silence. « J'ai peine à croire qu'ils soient capables de nourrir de noirs desseins à l'égard de votre bol à punch. Savez-vous que ceci est une pointe de flèche, non seulement de la plus haute antiquité, mais en outre, unique en son genre. J'ai vu des spécimens provenant de toutes les parties du monde, mais celui-ci présente des caractères tout à fait particuliers. » Il posa sa pipe et prit un air indicateur dans un tiroir. « Nous avons juste le temps d'attraper le train de 5h45 pour Castletown. »
Chapitre 2. Les yeux sur le mur. Tôt le matin, M. Dyson respira longuement l'air des collines et savoura le charme du paysage du haut de la terrasse. L'ancêtre de Vaughan avait construit au pied d'une colline élevée, à l'abri d'un bois épais d'arbres centenaires qui s'étendait sur 3 côtés de la maison. Le 4e côté, orienté au sud-ouest, donnait sur une pente douce, s'enfonçant dans la vallée où serpentait un ruisseau que les aulnes dérobaient par endroits au regard. Sur cette terrasse abritée, aucun vent ne soufflait et, très au-delà, les arbres restaient immobiles. Seul le chant du ruisseau, dont l'eau limpide et scintillante se déversait en contrebas dans les étangs sombres et profonds, rompait le silence. De l'autre côté du cours d'eau, juste au-dessous de la maison, s'élevait un pont de pierre grise, avec une voûte et des contreforts, vestiges du Moyen-Âge. Au-delà du pont, les collines se dressaient à nouveau, vastes et circulaires comme des bastions, couvertes çà et là de forêts sombres et de fourrés, mais leur sommet, privé d'arbres, ne laissait apparaître qu'une herbe grisâtre et des plaques de fougères avec, par endroits, la touche d'or d'un feuillage en train de se faner. Dyson regarda vers le nord, puis vers le sud. Il vit toujours la muraille des collines, les bois séculaires, la vapeur qui s'élevait dans les intervalles. Tout cela plongé dans la grisaille de la brume matinale, sous un ciel plombé, dans une atmosphère silencieuse et hantée. La voix de M. Vaughan rompit le silence. « Je pensais que vous seriez trop fatigué pour vous lever si tôt. Je vois que vous admirez la vue. C'est très joli, n'est-ce pas ? Je suppose cependant que le vieux Merrick Vaughan n'a pas prêté grande attention au paysage quand il a construit la maison. Elle est d'un gris curieux, ne trouvez-vous pas ? Oui, et comme cette couleur se marie bien avec l'entourage. Le bâtiment semble faire corps avec les collines grises et le pont gris qui se trouve au-dessus. Je crains de vous avoir fait descendre inutilement, Dyson, dit Vaughan, alors qu'il se mettait à arpenter la terrasse. J'ai déjà été à l'endroit en question, et ce matin, on ne trouve trace de rien. Ah, vraiment ? Eh bien, si nous faisions tout de même un tour. Ils traversèrent la pelouse et allèrent jusqu'à l'arrière de la maison en suivant un chemin qui traversait un bosquet de chênes verts. Là, Vaughan désigna un sentier descendant vers la vallée et remontant sur les hauteurs au-dessus des bois, et, peu après, il se trouvait contre le mur du jardin, près de la porte. C'était ici, voyez-vous, dit Vaughan en désignant une partie du gazon. Je me trouvais exactement là où vous êtes, le matin où j'ai vu les silex pour la première fois. Ce matin-là, c'était l'armée, comme je l'appelle. Puis, ce fut le bol, ensuite la pyramide et hier, la demi-lune. Quelle pierre curieuse ! S'exclama-t-il en désignant un bloc de calcaire planté tout près du mur, sur le gazon.
On dirait une petite colonne. Mais je pense que c'est naturel. Moi aussi. Pourtant je suppose qu'elle a été apportée, car sous nos pieds, il n'y a que du grès rouge. Sans doute a-t-elle été utilisée dans les fondations de quelques bâtiments plus anciens. C'est très probable. Dyson examinait tout avec attention, depuis le sol jusqu'aux murs surplombés par les arbres du bois épais, dont l'ombre se projetait sur une partie du jardin et obscurcissait ce coin dès le matin. « Regardez ici », dit au bout d'un moment Dyson. « Cette fois, ce sont certainement des enfants. Regardez. » Penché en avant, il examinait la surface rouge foncée des briques patinées dans laquelle le mur était construit. Vaughan s'approcha et posa un regard pénétrant sur l'endroit désigné par Dyson. Il pouvait à peine discerner une marque légère d'un rouge plus foncé. « Qu'est-ce que c'est ? » ?»« Je n'identifie rien. » »« Regardez d'un peu plus près. Ne voyez-vous pas qu'on a essayé de figurer un œil humain ? » ?»« Ah ! Oui, je vois maintenant ce que vous voulez dire. Je n'ai pas très bonne vue. Oui, cela veut représenter un œil sans aucun doute, comme vous dites. Je crois que les enfants apprenaient le dessin à l'école. Oui, cet œil est assez étrange. Vous avez remarqué cette forme caractéristique en amande ? On dirait un œil asiatique. Dyson regarda d'un air songeur le travail rudimentaire de l'artiste. Puis il passa à nouveau le mur en revue, se mettant même à genoux pour le faire plus minutieusement. J'aimerais beaucoup savoir comment un enfant vivant dans cette localité reculée peut se faire une idée de la forme d'un œil d'asiatique. L'enfant ordinaire, voyez-vous, a une représentation précise de l'œil. Il trace un cercle ou quelque chose d'approchant et il met un point au centre. Je ne crois pas que l'enfant se figure qu'un œil est ainsi fait. C'est simplement une convention dans l'art enfantin. Mais la forme de celui-ci m'intrigue énormément. Peut-être a-t-il été inspiré par l'un de ces chinois dorés que l'on voit chez l'épicier sur les boîtes de thé. Cependant, elle ne lui ressemble guère. Mais comment pouvez-vous être sûr que ce dessin est celui d'un enfant ? Voyons, constatez vous-même. Ces vieilles briques ont un peu plus de 5 cm d'épaisseur. Elles s'étalent sur 20 rangées entre le sol et le dessin. Si nous désignons cette chose ainsi, cela nous donne une hauteur d'1 mètre environ. Maintenant, imaginez un instant que vous vous proposiez de dessiner sur ce mur. Votre crayon viendra en contact avec le mur quelque part au niveau de vos yeux, c'est-à-dire à peu plus d'1,50 mètre du sol. Il paraît donc simple de déduire que cet œil a été dessiné par un enfant d'une dizaine d'années. Oui, je n'avais pas pensé à cela. C'est bien sûr l'un de ces enfants qui en est l'auteur. Je le suppose. Cependant, comme je le disais, il y a quelque chose de singulièrement peu enfantin dans ces 2 lignes. Et le globe de l'œil lui-même, comme vous voyez, est presque ovale. À mon avis, ce dessin a un air étrange, d'un autre âge et, en même temps, un aspect assez désagréable. Je ne puis m'empêcher d'imaginer que si nous voyions apparaître un visage entier tracé de la même main, il serait plutôt déplaisant. En vérité, cette idée est assez absurde et nous n'avons pas beaucoup progressé dans nos investigations.
Il est curieux que la série des silex ait pris fin aussi brusquement. Les deux hommes retournèrent vers la maison. Au moment où ils parvenaient à la porte d'entrée, une éclaircie soudaine traversa le ciel gris et un rayon de soleil vint illuminer la colline qui se dressait devant eux. Pendant toute la journée, Dyson erra, songeur, dans les champs et les bois entourant la maison. Ces faits, pourtant banals, qui s'étaient proposés d'élucider, le déroutaient profondément. Il ne cessait de prendre dans sa poche la pointe de flèche en silex, de la retourner dans tous les sens et de l'examiner avec une attention soutenue. Cet objet était tout de même différent des spécimens qu'il avait observés dans les musées et les collections privées. La forme en était caractéristique et, sur le bord, se remarquait une rangée de petits points, répondant probablement à une intention décorative. Qui, se demandait Dyson, peut se trouver en possession de tels objets dans une localité aussi reculée? Et qui, les ayant entre les mains, peut les avoir utilisés d'une manière aussi fantastique pour tracer des figures sans signification au pied du mur de Vaughan? La totale absurdité de cette affaire le choquait profondément. Et comme les théories ne prenaient forme dans son esprit que pour être rejetées aussitôt, il éprouvait une violente tentation de sauter dans le premier train pour Londres. Il avait vu la collection de pièces d'argenterie de Vaughan, il avait examiné le bol à punch qui en était le joyau avec la plus vive attention. Sa conversation avec le maître d'hôtel acheva de le convaincre du fait que, parmi les hypothèses envisagées par l'enquête, il fallait exclure celle d'un projet de cambriolage du coffre-fort. La boîte dans laquelle le bol était rangé, un travail massif en acajou, datant évidemment du début du siècle, faisait certes penser à une pyramide, et Dyson se sentit tout d'abord enclin à se livrer aux démarches stupides du détective. Mais, en y pensant avec plus de sang-froid, il acquit la conviction que l'hypothèse du cambriolage aboutissait à une impossibilité, et il se lança avec acharnement à la recherche de quelque chose de plus satisfaisant. Il demanda à Vaughan si des bohémiens campaient dans le voisinage, mais celui-ci lui répondit qu'on n'en avait pas vu depuis des années. Dyson en éprouva une grande déception, car il connaissait l'habitude qu'ont les romanichels de jalonner leur route d'étranges hiéroglyphes, et cette idée l'avait ravi. En posant sa question, il se trouvait en face de Vaughan, devant l'âtre à l'ancienne mode. Sa théorie s'étant effondrée, il se laissa aller en arrière, de découragement, dans son fauteuil. « C'est curieux, dit Vaughan, mais nous ne sommes jamais importunés ici par les bohémiens. De temps à autre, les cultivateurs trouvent des vestiges de feu dans les parties les plus sauvages des collines, mais personne ne semble savoir qui allume ces foyers. Vous êtes sûr que cela ressemble à des feux de bohémiens? Non, pas dans ce genre d'endroit. Les rétameurs, les romanichels et les rôdeurs de toutes sortes restent à proximité des routes et ne s'éloignent jamais beaucoup des fermes. Bon, je ne peux rien tirer de cela. J'ai vu des enfants passer cet après-midi et comme vous l'avez dit, ils passent tout droit en courant. En tout cas, nous n'aurons plus Dieu sur le mur. Non, il faut que je les suive un de ces jours pour découvrir qui parmi eux est l'artiste. Le lendemain matin, quand Vaughan partit pour sa promenade habituelle de la pelouse jusqu'à l'arrière de la maison, il trouva Dyson qui l'attendait déjà à la porte du jardin. Il était dans un évident état de surexcitation, car il l'appela aussitôt, en gesticulant avec vigueur. « Qu'y a-t-il » demanda Vaughan. « Toujours les silex ?»« Non, mais regardez, là,
sur le mur. Vous ne voyez pas? Encore un de ses yeux? C'est cela. Dessiné, regardez, à une petite distance du premier. Presque au même niveau, mais légèrement plus bas. Qui diable peut l'avoir fait? Sûrement pas les enfants. Ce dessin ne se trouvait pas là hier soir, et ils ne passeront que dans 1 heure. Qu'est-ce que cela peut bien signifier? Je crois que le diable lui-même est à la base de tout cela, dit Dyson. Bien entendu, on ne peut s'empêcher de conclure que ces yeux démoniaques en amande doivent être attribués à la même opération que les figures tracées à l'aide des pointes de flèches. Où cette conclusion doit nous conduire, c'est plus que je ne puis dire. Pour ma part, il faut que je réfrène énergiquement mon imagination, de crainte de devenir fou. Il s'éloignait du mur. Dyson ajouta : « Vaughan, avez-vous été frappé par le fait qu'il existe un point commun très curieux entre les figures faites de silex et les yeux dessinés sur le mur ? » « Lequel ? » demanda Vaughan, dont le visage venait de s'assombrir de crainte. « Celui-ci. Les symboles de l'armée, du bol, de la pyramide doivent, nous le savons, avoir été tracés la nuit. Nous pouvons présumer qu'ils étaient destinés à être vus dans l'obscurité. Eh bien, le même raisonnement s'applique précisément à ces yeux sur le mur. Je ne vois pas où vous voulez en venir. Bien sûr. Actuellement, les nuits sont noires et le ciel a été très nuageux, je le sais, depuis mon arrivée. De plus, ces arbres qui surplombent le mur doivent le plonger dans une ombre épaisse, même par une nuit claire. Et alors ? J'ai été frappé par ceci. Quelle vue particulièrement perçante doivent-ils, quels qu'ils soient, avoir ceux qui ont pu disposer les pointes de flèches dans cet ordre minutieux, au plus épais de l'ombre des arbres, et dessinent ensuite ses yeux sur le mur, sans trace de bavure, ni ligne inutile. J'ai lu que les gens enfermés dans des donjons pendant de longues années étaient devenus capables de voir clair la nuit, dit Vaughan. Oui. Il y a l'abbé Faria, dans Monte Cristo. Mais c'est un exemple unique. Chapitre 3 : À la recherche du bol. Quel est ce vieil homme qui vient de nous saluer à l'instant ? Demanda Dyson au moment où il parvenait au tournant du chemin, près de la maison. Ah, c'était le vieux Trevor. Il a l'air effondré, le malheureux. Qui est Trevor ? Vous ne vous rappelez pas ? Je vous ai raconté l'histoire le jour où j'ai été vous rendre visite. Il s'agit d'une jeune fille, Annie Trevor, qui a disparu de la façon la plus inexplicable il y a environ 5 semaines. C'est son père. Oui, je m'en souviens maintenant. À dire vrai, j'avais oublié tout cela. Et on n'a plus entendu parler de cette fille. Absolument plus. Pour la police, c'est un échec complet. Je crains de n'avoir pas prêté grande attention aux détails. Quel chemin empruntait donc cette jeune fille ? Un sentier qui devait la mener droit à travers ces collines sauvages au-dessus de la maison. Le point le plus rapproché du sentier doit être à environ 3 kilomètres d'ici.
Est-ce le petit hameau que j'ai vu hier? Vous voulez parler de Croxy-Saylog, d'où viennent les enfants? Non, ils passent plus au nord. Je n'ai jamais été de ce côté. Ils rentrèrent. Dyson, perplexe, s'enferma dans sa chambre et se perdit en réflexion. Un soupçon vague, mais fantastique, avait, l'espace d'un moment, effleuré son esprit et le hantait toujours sans prendre une forme précise. Dyson était assis devant la fenêtre ouverte donnant sur la vallée. Il voyait, comme dans un tableau, les méandres du ruisseau, le pont grisâtre, les collines qui s'élevaient au-delà. Tout était calme, sans un souffle de vent pour agiter les bois mystérieux. Le soleil de cette fin d'après-midi inondait les bruyères d'une lumière chaude. Plus loin en arrière et plus bas, une légère brume d'un blanc pur commençait à s'élever du cours d'eau. Dyson resta à sa fenêtre alors que la nuit commençait à tomber. Les collines, en forme de bastions, s'estompaient et paraissaient ainsi encore plus énormes, tandis que l'ombre s'épaississait sur les forêts. L'idée qui lui était venue cessa de lui paraître absolument impossible. Il passa le reste de la soirée à rêver, en entendant à peine ce que Vaughan lui disait. Quand il prit sa bougie dans l'antichambre, il s'arrêta un moment avant de souhaiter bonne nuit à son ami. « J'ai besoin de bien me reposer. Demain, j'aurai du travail. » « Vous avez à écrire, voulez-vous dire ? » ?»« Non. »« Je vais chercher le bol. »« Le bol ? Si vous voulez parler du bol à punch, il est en sécurité dans le coffre. » »« Il ne s'agit pas du bol à punch. Je vous donne ma parole d'honneur que votre argenterie ne s'est à aucun moment trouvée en danger. Non. Je ne vais pas vous importuner avec de simples suppositions. Il est très probable que nous disposerons avant longtemps de quelque chose de beaucoup plus consistant. Bonne nuit, Vaughan. Le lendemain matin, Dyson se mit en route après le petit déjeuner. Il prit le sentier qui passait près du mur du jardin et il remarqua qu'à présent, 8 de ces étranges yeux en amande étaient tracés sur la brique. Encore 6 jours, se dit-il. Mais en examinant sa nouvelle théorie, il jugea incroyable ce produit de son imagination débridée. Et pourtant, sa conviction était solide. Il s'enfonça dans les ombres épaisses du bois et finit par sortir sur le flanc aride de la colline. Il grimpa de plus en plus haut sur l'herbe glissante, en gardant la direction du nord et en se conformant aux indications que Vaughan lui avait données. Ce faisant, il avait l'impression de s'élever bien davantage au-dessus du monde des hommes et de la vie quotidienne. À sa droite, il regardait une suite de vergers. Une légère fumée bleue s'élevait comme une colonne du hameau d'où venaient les enfants qui se rendaient à l'école. Cette fumée était la vieille maison grise de Vaughan. En parvenant à ce qui semblait être le sommet de la colline, Dyson se rendit pour la première fois compte de la solitude désolée et de l'étrangeté de cette contrée. On ne distinguait rien d'autre qu'un ciel gris
et une colline grise. Une vaste plaine qui s'étendait à l'infini. Et l'on entrevoyait très loin au nord une montagne au sommet bleuâtre. Enfin, il rejoignit le sentier, une piste qu'on remarquait à peine. D'après sa situation et ce que lui avait dit Vaughan, il comprit que ce chemin était celui qu'avait dû prendre la jeune fille disparue, Annie Trevor. Il suivit la crête dénudée, remarqua les gros blocs de calcaire qui surgissaient de l'herbe, hideux, sinistres, et d'un aspect aussi rébarbatif que des idoles des mers du Sud. Soudain, il s'immobilisa, frappé d'étonnement, comme s'il avait trouvé ce qu'il cherchait. Sans que rien ne permît de le prévoir, le terrain s'affaissait soudain dans toutes les directions. Une dépression circulaire qui pouvait très bien avoir été un amphithéâtre romain apparut, et les affreux blocs de calcaire qui l'entouraient semblaient avoir appartenu à un mur en ruine. Dyson fit le tour de cette cavité, nota la position des pierres et reprit le chemin de la maison. Ceci, se dit-il, est plus que curieux. Le bol est trouvé. Mais où est la pyramide ? Mon cher Vaughan, déclara-t-il en rentrant, je vous annonce que j'ai découvert le bol. Mais je ne vous en dirai pas plus pour l'instant. Nous avons devant nous 6 jours d'inaction complète, pendant lesquels nous n'aurons rien à faire. Chapitre 4. Le secret de la pyramide. Je viens de faire le tour du jardin, dit Vaughan un matin. J'ai compté ces yeux du diable et j'en ai trouvé 14. Pour l'amour du ciel, Dyson, dites-moi tout ce que cela signifie. Je regrette beaucoup de ne pas pouvoir même essayer. Peut-être ai-je élucidé un point ou un autre, mais j'ai toujours eu pour principe de garder pour moi ce que je devine. En outre, il n'y a pas lieu d'anticiper sur les événements. Je vous avais dit, vous vous en souvenez, que nous avions devant nous 6 jours d'inaction. Eh bien, nous voici arrivés au terme de cette période d'oisiveté. Je vous propose une promenade pour ce soir. Une promenade ? C'est tout ce que vous avez l'intention d'entreprendre ? Eh bien, elle vous permettra peut-être de voir des choses très curieuses. Pour parler net, je veux que vous partiez ce soir, à 9h, avec moi, pour les collines. Il est possible que nous soyons obligés de rester absents toute la nuit, de sorte que vous feriez bien de vous couvrir et d'emporter un peu de ce fameux brandy. C'est une plaisanterie, demanda Vaughan, abasourdi à force d'événements et d'hypothèses étranges. Non, je ne crois pas qu'il y ait dans tout cela beaucoup de place pour la plaisanterie. À moins que je ne me trompe gravement, nous trouvons une explication très sérieuse à ce casse-tête. Viendrez-vous avec moi ? Bien entendu. Quel chemin voulez-vous que nous prenions ? Le sentier dont vous m'avez parlé. Celui que Annie Trevor
a probablement suivi. Vaughan blêmit en entendant prononcer ce nom. Je ne pensais pas que vous fussiez sur cette piste. Je vous croyais aux prises avec des figures en silex et ses yeux sur le mur. Inutile d'ajouter quoi que ce soit. J'irai avec vous. À 9h moins le quart, ce soir-là, les deux hommes se mirent en route. Ils prirent le sentier à travers bois, qui gravissait ensuite le versant de la colline. La nuit était sombre et épaisse. Le ciel chargé de gros nuages, la vallée envahie par la brume. Pendant tout le parcours, on eût dit qu'ils avançaient dans un univers d'ombre et de ténèbres. Et ils semblaient craindre de rompre un silence peuplé de choses étranges. Ils débouchèrent finalement sur le versant abrupt de la colline, et les bois oppressants firent place à des pentes gazonnées. Des rochers de calcaire plus élevés, aux formes fantastiques, dressaient leurs formes horribles dans la nuit profonde. Le vent gémissait en traversant les montagnes dans sa course vers la mer et glaçait leur cœur. Ils eurent l'impression de marcher pendant des heures. Le contour vague de la colline était toujours devant eux. Les rochers déchiquetés se profilaient dans l'obscurité. Soudain, Dyson reprit rapidement sa respiration, s'approcha de son compagnon et lui murmura à l'oreille. « Ici, nous allons nous coucher par terre. Je ne crois pas que ce soit commencé. » « Je connais l'endroit, » dit Vaughan au bout d'un moment. « J'y suis souvent venu en plein jour. Les gens du pays craignent d'y passer. Ils l'appellent le château des fées ou quelque chose de semblable. Mais pourquoi diable m'avez-vous amené ici ? » Parlez un peu plus bas. Il serait dangereux d'être entendu. Entendu ici ? Il n'y a pas âme qui vive à 5 kilomètres à la ronde. Bon. Cette dépression que vous voyez devant vous, c'est le bol. Je crois qu'il vaut mieux ne pas en parler, même à voix basse. Ils s'étendirent de tout leur long dans l'herbe. Le rocher leur cachait partiellement le bol, si bien que de temps en temps, Dyson, abaissant sur son front le feutre souple de couleur foncée, risquait un œil, mais ne tardait pas à se reculer, n'osant prolonger son inspection. De nouveau, il appliquait une oreille sur le sol et écoutait. Les heures passaient. L'obscurité semblait s'épaissir encore. On n'entendait que le léger soupir du vent. Vaughan s'impatientait de ce pesant silence.
de l'attente dont on ne savait quel événement terrible. Car pour lui, l'appréhension ne prenait pas de forme, même vague, et il commençait à considérer cette surveillance comme une farce sinistre. « Cela doit durer combien de temps encore ?» demanda-t-il à Dyson à mi-voix. Celui-ci qui, dans l'angoisse de l'expectative, avait retenu sa respiration, lui souffla à l'oreille. « Voulez-vous écouter ?» Il détachait chaque syllabe avec l'intonation du prêtre qui cherche à impressionner et à terrifier les fidèles. Vaughan agrippa le sol de ses mains et s'avança en se demandant ce qu'il devait entendre. Tout d'abord, ce fut le silence. Puis, un bruit, faible et doux, s'éleva du bol. Un son éteint, presque impossible à décrire, comparable à celui qu'on pourrait produire en appuyant la langue sur le palais et en expirant. Il écouta attentivement le bruit s'amplifier jusqu'à devenir un sifflement strident et horrible. Une vapeur semblait bouillonner à l'intérieur de ce puits. Vaughan, incapable de supporter plus longtemps l'incertitude, abaissa sa casquette sur son visage, comme il avait vu Dyson le faire, et regarda au fond de la dépression. À dire vrai, cela s'agitait et bouillonnait à l'intérieur comme dans un chaudron infernal. Sur les parois et sur le fond se tordaient et se pressaient des formes vagues qui s'agitaient sans cesse, allant çà et là dans un bruit de pas, se massant en certains points et semblant se parler dans un langage sifflant et horrible qui faisait penser au sifflement des serpents. C'était comme si l'herbe moelleuse et la terre bien nette s'étaient soudain mises à foisonner, dans une croissance désordonnée. Vaughan sentait bien Dyson lui toucher l'épaule, mais il ne pouvait se résoudre à reculer. Il scrutait du regard cette masse grouillante. Il apercevait, confusément, des formes ressemblant à des figures, à des membres. Mais en même temps, il éprouvait la froide certitude qu'aucun être humain ne pouvait se démener dans cette horde agitée et chointante. Il se sentait désemparé et réfrénait des sursauts d'horreur. Ces formes terrifiantes finirent par se rassembler avec plus de densité
autour d'un vague objet occupant le centre de la dépression. Leur sifflement faisant penser à des serpents encore plus venimeux. Il vit, dans la lumière imprécise, ses membres abominables, vagues, mais pourtant parfaitement discernables, se contorsionner et s'enchevêtrer. Une plainte humaine, étouffée, sembla un instant s'élever à travers un discours qui ne pouvait provenir d'un homme. En lui-même, Vaughan s'entendit murmurer sans cesse « Le ver de la corruption, le ver qui ne meurt point ». Une image grotesque se forma dans son imagination. Une charogne en putréfaction, grouillant dans toute son épaisseur de choses immondes boursouflées de bulles. Les contorsions de ses membres se poursuivaient dans la nuit. Il semblait agglutiné autour de la forme sombre occupant le centre du cratère. Une sueur perlait glacée au front de Vaughan et coulait sur la main qu'il tenait sous son visage. Ensuite, ce fut l'affaire d'un instant. Cette masse effrayante devint liquide et s'écarta jusqu'aux parois du bol. Un moment, Vaughan aperçut au centre de la dépression des bras humains qui se tordaient. Mais une étincelle brilla au-dessous. Un feu s'alluma. Et tandis qu'une voix de femme poussait éperdument un hurlement d'angoisse et de terreur, une grande pyramide de feu s'éleva comme l'éclatement subit d'une fontaine comprimée et inonda la montagne d'une éblouissante clarté. En cet instant, Vaughan vit distinctement la multitude qui grouillait au-dessous de lui. Ces choses avaient la forme d'hommes atrophiés, comme des enfants hideusement contrefaits. Des visages aux yeux en amande brûlaient d'une flamme maléfique et d'inavouables luxures. Puis, cette affreuse masse jaune de chair nue disparut, comme par magie, et le lieu se trouva vide, tandis que le feu ronflait, crépitait, et que les alentours étaient illuminés par les flammes. « Vous avez vu la pyramide ?» lui dit à l'oreille Dyson. La pyramide de feu. Chapitre 5 et dernier chapitre. Le petit peuple. Vous avez déjà vu cet objet ?
Certainement. C'est une broche qu'Annie Trevor portait le dimanche. J'en reconnais le dessin. Mais où l'avez-vous ramassée? Vous ne voulez pas dire que vous avez retrouvé la jeune fille? Mon cher Vaughan, je m'étonne que vous n'ayez pas deviné l'endroit où j'ai découvert cette broche. Avez-vous oublié notre soirée d'hier? Dyson, répondit gravement Vaughan. J'ai retourné tout cela dans ma tête ce matin pendant que vous étiez sortis. J'ai réfléchi à ce que j'ai vu, ou peut-être, devrais-je dire, à ce que je crois avoir vu. Et la seule conclusion à laquelle j'aboutis, c'est celle-ci. Il vaut mieux tout oublier. J'ai vécu sobre et honnête, dans la crainte de Dieu, toute ma vie. Je crois avoir été victime de quelque abominable illusion, d'un fantasme de mes sens abusés. Nous sommes rentrés, comme vous le savez, sans échanger une parole et nous n'avons pas fait allusion à ce que je m'imagine avoir vu. Ne ferions-nous pas mieux de nous mettre d'accord pour continuer à garder le silence sur cette affaire? Quand j'ai fait ma promenade au cours de cette paisible matinée ensoleillée, toute la terre semblait chanter la gloire de Dieu en passant près du mur. Et j'ai remarqué qu'il n'y avait presque plus de dessin et j'ai effacé le peu qu'il en restait. Le mystère est dissipé et nous pouvons à nouveau vivre tranquilles. Je crois avoir été, durant ces dernières semaines, victime de quelques poisons. Je me suis trouvé sur le bord de la folie, mais j'ai désormais recouvré mon équilibre. Vaughan avait parlé avec le plus grand sérieux. Il se pencha et regarda Dyson d'un air suppliant. « Mon cher Vaughan, » lui répondit son ami après un silence. « À quoi bon se dérober? Il est beaucoup trop tard pour parler de la sorte. Nous avons été trop loin. En outre, vous savez comme moi que l'illusion n'intervient nullement dans cette affaire. Je souhaiterais de tout mon corps, je souhaiterais de tout mon cœur que ce fût le cas. Non, pour me justifier, je dois vous raconter toute l'histoire, dans la mesure où je la connais. Très bien. S'il le faut, il le faut. Si vous le voulez bien, nous allons commencer par la fin. J'ai trouvé cette broche, que vous venez d'identifier, dans l'endroit que nous avons appelé le bol. Il y avait un tas de cendres grisâtres, encore chaudes, et cette broche se trouvait sur le sol, à peine hors de portée de la flamme. Elle a dû tomber accidentellement de la robe de celle qui la portait. Non, ne m'interrompez pas. Maintenant que nous connaissons la fin, nous pouvons repartir du début. Revenons au jour où vous êtes venu me voir, chez moi, à Londres. Autant qu'il m'en souvienne, peu après être entré, vous m'avez raconté, sur un ton en quelque sorte détaché,
qu'un incident malheureux et mystérieux s'était produit dans votre région. Une jeune fille, nommée Annie Trevor, était partie pour voir une parente et avait disparu. Je vous avoue franchement que cette histoire ne m'a guère intéressé. Pour beaucoup de raisons, un homme, ou plus particulièrement une femme, peut trouver commode de se volatiliser ainsi sous le nez de ses amis et de ses parents. Je suppose que si nous allions consulter les services compétents, nous apprendrions qu'à Londres, il y a 1 semaine sur 2 une disparition mystérieuse. Les policiers hausseraient probablement les épaules en nous déclarant que, d'après le calcul des probabilités, il ne peut en être autrement. J'ai donc montré une indifférence coupable à l'égard de votre histoire. En outre, le peu d'intérêt que j'y ai porté était dû au fait que votre récit était inexplicable. Votre soupçon se portait uniquement sur un matelot embordé, mais j'ai immédiatement écarté cette hypothèse pour la simple raison que le criminel occasionnel, l'amateur s'essayant au crime crapuleux, se fait toujours prendre, surtout quand il choisit la campagne pour théâtre de ses exploits. Rappelez-vous le cas de ce Garcia, cité par vous-même. Le lendemain du crime, il traînait dans une gare avec un pantalon taché de sang. Et le mouvement de la pendule hollandaise, son butin, enveloppé dans un paquet soigneusement ficelé. Donc, en rejetant cette suggestion, la seule que vous eussiez faite, l'ensemble de l'histoire devenait, comme je l'ai dit, inexplicable et de ce fait, inintéressant. Oui, c'est, par conséquent, une conclusion parfaitement acceptable. Vous est-il arrivé de vous casser la tête sur des problèmes que vous saviez être insolubles ? Avez-vous jamais accordé beaucoup de réflexion aux vieux problèmes d'Achille et de la tortue ? Bien sûr que non. Parce que vous saviez que la recherche restait sans espoir. Si bien que lorsque vous êtes venu me raconter l'histoire d'une fille de la campagne qui avait disparu, j'ai tout de suite classé l'affaire dans la catégorie des énigmes insolubles et je n'y ai plus pensé. La suite a prouvé que je m'étais trompé. Mais, si vous vous en souvenez, vous êtes immédiatement passé à une affaire qui vous intéressait beaucoup plus, car elle vous concernait personnellement. Je n'ai pas besoin de revenir sur votre récit très singulier concernant les figures faites en silex. Au début, l'affaire m'a paru banale et j'ai pensé à quelques jeux d'enfants, ou même à une plaisanterie. Mais en me montrant la pointe de flèche, vous avez éveillé mon intérêt. J'ai vu là quelque chose de tout à fait inhabituel, susceptible d'exciter réellement ma curiosité. Dès mon arrivée ici, je me suis donc mis au travail pour trouver la solution, en me rappelant sans cesse les figures que vous m'aviez décrites. La première était celle que nous avions appelée d'un commun accord l'armée. Elle représentait un certain nombre de lignes serrées, constituées par des silex ayant tous la pointe dans la même direction.
Ensuite, les lignes, comme les rayons d'une roue, convergeaient toutes vers une figure représentant un bol. Puis, elles formaient un triangle ou une pyramide. Et pour terminer, une demi-lune. J'avoue m'être perdu en conjoncture pour éclaircir ce mystère. Comme vous le comprendrez, il était en effet double, et peut-être même triple. Car je n'avais pas uniquement à me demander que signifient ces figures, mais aussi qui peut vraisemblablement les avoir dessinées. Et en outre, qui peut se trouver en possession de tels objets et qui, connaissant leur valeur, est capable d'aller les semer sur le bord d'un chemin. Ces associations d'idées m'ont conduit à supposer que la personne ou les personnes en question ignoraient la valeur de ces échantillons uniques de pointes de flèches. Mais cette déduction ne me conduisait pas très loin, car un homme ayant reçu une bonne instruction peut, cependant, être ignorant en cette matière. Alors, une complication vint s'ajouter au problème. L'œil sur le mur. Vous vous rappelez que nous n'avons pu éviter de conclure que, dans les deux cas, la même opération était en jeu. La position particulière de ses yeux sur le mur m'a conduit à rechercher si un nain ne vivait pas dans le voisinage. Mais j'ai vérifié qu'il n'y en avait pas, et je savais par ailleurs que les enfants qui passent par là tous les jours n'avaient rien à voir avec cette affaire. Cependant, j'étais convaincu que celui qui avait dessiné ses yeux, quel qu'il fût, devait mesurer de 1 mètre à 1,20 m puisque, comme je l'ai souligné à ce moment, lorsqu'on dessine sur une surface verticale, on choisit automatiquement un emplacement au niveau de son visage. Il y avait aussi la question de la forme particulière des yeux, ce caractère asiatique, accentué, dont les paysans anglais ne peuvent avoir aucune idée, et, pour tout compliquer, le fait évident que le ou les dessinateurs devaient être capables de voir pratiquement dans le noir. Comme vous l'avez fait remarquer, un homme qui a été détenu pendant de longues années dans une cellule extrêmement obscure ou dans un donjon peut acquérir cette faculté, mais depuis l'époque d'Edmond Dantès, où trouver en Europe une pareille prison. Un marin qui eût été emmuré pendant très longtemps dans quelque affreuse oubliette chinoise semblait être le genre d'individu que je recherchais. Et, bien qu'improbable, il n'était pas absolument impossible qu'un matelot ou bien, disons, un homme employé à bord d'un bateau fût un nain. Mais comment expliquer que mon matelot imaginaire se trouve en possession de pointes de flèches préhistoriques? Ce point réglé, quel était le sens et quel était le but de ces mystérieux symboles faits de silex et de ces yeux en amande?
Votre idée d'un projet de cambriolage, je l'estimais dès le début tout à fait insoutenable et je dois avouer que je me sentais complètement perdu quand il s'agissait de trouver un point de départ propre à fournir une hypothèse de travail. Un simple incident m'a mis sur la piste. Nous avons croisé ce pauvre vieux Trevor, et quand vous avez cité son nom, en me rappelant la disparition de sa fille, je me suis rappelé l'histoire que j'avais oubliée, ou à laquelle je ne prenais plus garde. Ici, pensais-je, existe un autre problème, sans intérêt par lui-même, cela est vrai, mais qui me prouve qu'il n'est pas en relation avec ces énigmes qui me torturent. Je me suis enfermé dans ma chambre. Je me suis efforcé de chasser de mon esprit toute idée préconçue. Et j'ai tout passé en revue de novo, en admettant, dans l'intérêt de la théorie, que la disparition d'Annie Trevor avait un lien avec les figures de silex et les yeux sur le mur. Cette supposition ne m'a pas conduit bien loin et j'allais de désespoir tout abandonner, quand je fus frappé par une signification possible du bol. Comme vous le savez, il y a, dans le Surrey, un bol à ponge du diable. Et ce symbole pouvait se rattacher à quelques particularités du paysage. En rapprochant les deux extrêmes, je décidai de chercher le bol près du sentier que la fille disparue avait emprunté. Et je l'ai découvert. J'ai interprété les symboles d'après ce que je savais. Le premier, l'armée, se lisait ainsi. Il va y avoir une réunion ou une assemblée au bol dans une quinzaine, c'est-à-dire la moitié de la lune, pour voir la pyramide ou pour construire la pyramide. Les yeux dessinés un par un, jour après jour, étaient destinés à pointer leur écoulement. Je savais qu'il y en aurait 14, pas un de plus. Une fois que nous en étions arrivés là, le reste était assez simple. Je n'allais pas prendre la peine de m'informer de la nature de cette réunion ou de ceux qui allaient se retrouver dans le site le plus isolé, le plus sinistre de ces collines désertes. En Irlande, en Chine, dans l'ouest de l'Amérique, il eût été facile de faire des suppositions. Une réunion de dissidents, l'assemblée d'une société secrète, les membres d'un comité de surveillance convoqués pour faire leur rapport sont autant de réponses possibles à la question. Dans ce coin tranquille d'Angleterre, habité par des gens paisibles, ces hypothèses ne pouvaient être envisagées une seconde. En revanche, sachant que j'aurais l'occasion de voir et de suivre la réunion, je ne me souciais pas de me compliquer la vie avec des recherches probablement infructueuses. Et au lieu d'un raisonnement, c'est une imagination débridée qui guide mon jugement. Je me rappelais que les gens avaient dit au sujet de la disparition d'Annie Trevor qu'elle avait été emmenée par les fées. Je vous le dis, Vaughan, je suis aussi équilibré que vous. Mon esprit n'est pas
Du moins, je le crois. Un simple espace vide, ouvert à toutes les hypothèses les plus résolument improbables. Et je fais mon possible pour en chasser la fantaisie. L'indice est venu du vieux nom donné aux fées. Le petit peuple. Et l'hypothèse très probable qu'elle représente une tradition des habitants préhistoriques du pays, les Touraniens, qui vivaient dans des cavernes. Alors, j'ai réalisé soudain que j'étais à la recherche d'un être ayant moins d'1,20 m, habitué à vivre dans l'obscurité, possédant des outils de pierre et familiarisé avec le faciès asiatique. J'aurais honte, Vaughan, de vous présenter un tel fatras visionnaire si vous n'aviez pas vu de vos yeux ce que vous avez vu hier soir. Et je prétends que j'aurais pu douter du témoignage de mes sens s'il n'avait été corroboré par le témoignage des vôtres. Nous ne pouvons pas, vous et moi, nous regarder en face et prétendre que nous avons été le jouet d'une illusion. Lorsque vous étiez étendu dans l'herbe à côté de moi, je vous ai senti vous contracter et frissonner. J'ai vu vos yeux à la lueur de la flamme. Et maintenant, je vous dis sans la moindre gêne ce que j'avais déjà en tête hier au soir, pendant que nous traversions le bois, grimpions sur la colline et allions nous cacher derrière le rocher. Une seule chose aurait dû me paraître tout à fait évidente, et pourtant, elle m'a laissé perplexe jusqu'au dernier moment. Je vous ai dit que j'avais déchiffré le symbole de la pyramide. L'assemblée devait voir une pyramide et la signification exacte du symbole m'échappa jusqu'à la fin. L'étymologie à partir du mot grec signifiant feu, des lettres ressemblant à HTP et bien qu'erronées, eût dû me mettre sur la voie. Mais elle ne me vint jamais à l'esprit. Je ne crois pas avoir besoin d'en dire beaucoup plus. Vous savez que nous ne pouvions pratiquement rien faire, même si nous avions pu prévoir ce qui allait se produire. Ah, l'endroit choisi tout spécialement pour y exposer ces figures? Oui, c'est une curieuse question. Mais cette maison, autant que je peux en juger, occupe au milieu des collines une situation assez centrale. Et il est possible, qui peut le dire, que cette étrange colonne ancienne qui se trouve près du mur de votre jardin ait été un point de ralliement avant que les Celtes aient seulement mis un pied en Angleterre. Il y a une chose que je dois ajouter. Je ne regrette pas que nous n'ayons rien pu faire pour aller au secours de cette malheureuse fille. Vous avez vu quel aspect avaient ces choses qui s'étaient assemblées et qui tourbillonnaient dans le bol. Vous pouvez être sûr que ce qui gisait immobilisé au milieu d'elle n'était plus fait pour la terre. Vraiment, dit Vaughan. Elle est ainsi passée dans la pyramide de feu. Et ils sont retournés dans le monde infraterrestre, sous les collines.